Le climat du Canada atlantique est impitoyable. Que l'on soit grand ou petit, habile ou maladroit, vivre dans ces étendues sauvages, c'est savoir affronter toutes les saisons. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Dans la nature, toute vie suit le cycle des saisons. Au fil des mois, l'environnement change et il faut adopter une autre stratégie pour survivre. Le climat de l'Est sauvage est façonné par l'océan Atlantique qui le baigne. Entre les vents violents de l'hiver et les ouragans de l'été, il y a plus de tempêtes ici que n'importe où au Canada. Mais la vie sauvage s'est adaptée au calendrier de la nature. Pendant les longs mois d'hiver, la terre gèle et tout ralentit. Mais l'air chaud du printemps ramène la vie et de nouveaux arrivants. C'est le printemps dans les forêts de la Nouvelle-Écosse. Un résident hirsute descend de son arbre. Un porc-épic d'Amérique, troisième plus grand rongeur du monde après le castor et le capybara. L'herbe, les feuilles et les jeunes pousses sont des aliments frais bienvenus après un hiver passé à ne se nourrir que d'écorce. Le porc-épic est particulièrement reconnaissable à sa robe composée de 30 000 piquants qui lui couvrent presque entièrement le corps. D'où son nom latin Porcus pinna, qui signifie porc piquant. Les centaines de barbes fichées sur les piquants les rend presque impossibles à extraire. Les porcs-épics découragent aussi leurs ennemis en dégageant une forte odeur fétide à partir de ces piquants. Avec cet arsenal, ils ont la deuxième plus longue espérance de vie chez les rongeurs après le rat taupe. Ils dépassent facilement l'âge de 20 ans. Les changements de saison se constatent au-delà de la forêt. Le soleil réchauffe le champ tout proche, révélant un autre messager du printemps. Le puceron noir de la fève. L'une des 4000 espèces d'insectes suceurs de sève. Connus aussi sous le nom de poux des plantes, ces aphidiens ravagent les plantes cultivées. Ils ont une forme de bec, appelée rostre. Ils s'en servent pour aspirer la sève, freinant la croissance et déformant la tige de la plante. Les pucerons évacuent ensuite par l'anus une substance collante et sucrée, appelée miella. Les fourmis s'en nourrissent abondamment. Le couple fourmi-puceron est un exemple parfait de relation symbiotique. Les fourmis mangent le miella et traient même les pucerons pour stimuler la production qui sera ensuite distribuée dans la colonie. En échange, les fourmis chassent les prédateurs des aphidiens, comme les coccinelles. Tout le monde y gagne dans cet exemple remarquable d'évolution. Certaines espèces de fourmis abritent des œufs de pucerons pendant l'hiver, puis les ramènent sur les plantes au printemps avant l'éclosion. On affronte mieux les saisons avec un allié.
L'île du Prince-Édouard se niche au nord des autres provinces maritimes canadiennes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Sur les côtes, les grands hérons bleus arrivent pour la saison. L'île est entourée d'estuaires poissonneux comme celui-ci. Majestueux et discret, ce héron est le plus grand échassier d'Amérique du Nord. Un tiers des hérons bleus des provinces maritimes se reproduit sur cette île. Au printemps, il doit consommer 4 fois plus de poissons qu'à l'ordinaire. Le héron nourrit ses oisillons par régurgitation. Il doit donc manger suffisamment pour se rassasier et combler l'appétit des poussins. Sa vision nocturne, très puissante, lui permet de voir sous l'eau. Il éperonne ses victimes avec son bec acéré. Des vertèbres spéciales lui permettent de contracter son cou, puis de le détendre comme un arc. Au menu pour les oisillons, du flait régurgité. Pendant le printemps, les jeunes vies sont en danger. Mais à l'approche de l'été, la nourriture redevient abondante. Le temps s'adoucit et les chances de survie explosent. À cette époque de l'année, les gibiers d'eau se rassemblent dans les marais de la Nouvelle-Écosse et plongent avec délice dans les plaisirs de l'été. Chez les canards, le mâle est bien plus coloré que la femelle. On appelle ça le dimorphisme sexuel. Chez les harles couronnés, les couleurs chatoyantes attirent l'attention de la femelle. Le plumage plus terne des canes présente toutefois un avantage, celui de passer inaperçu pendant qu'elles couvent leurs œufs. Au printemps, les harles quittent leur habitat du sud des États-Unis pour venir se reproduire ici. D'autres gibiers d'eau, comme ces oies du Canada, vont plus au nord. Une destination généralement peu prisée pour une escapade amoureuse. La péninsule d'Ungava, à l'extrême nord-est du Québec, est rude en hiver. Mais quand le soleil dompte le rigoureux climat boréal, 200 espèces d'oiseaux viennent s'y reproduire. Un temps plus doux lance la saison des amours pour tous les animaux, y compris les bœufs musqués. Avec sa silhouette trapue, ses 400 kilos et ses cornes en forme de crochet, il ressemble à un bovin. En fait, c'est un capriné. Originaire des zones tempérées d'Asie, le bœuf musqué a traversé le détroit de Bering à l'âge glaciaire, il y a 100 000 ans. Généralement plus au nord, ceux-là descendent des 14 implantés dans les années 60 dans le village inuit de Kuujjuaq pour fonder une ferme lainière. Ils se sont bien adaptés à leur nouvel habitat, mais les propriétaires ont fait faillite et ont relâché les bêtes. En 40 ans, le troupeau est spectaculairement passé de 14 à 1400 individus. Aujourd'hui, on les aperçoit au nord du Québec et jusqu'au Labrador, à l'extrême nord-est. Ils passent l'été à brouter l'herbe, les arbustes et la mousse de la toundra. Leur corps est entièrement couvert de longs poils, sauf entre la bouche et les naseaux. En été, pour avoir moins chaud, ils perdent leur duvet laineux appelé kiviut. La plupart des bœufs musqués sont sociables et vivent en groupe d'une vingtaine d'individus.
Les plus vulnérables sont les bouvillons, et le troupeau les défend farouchement. Quand des prédateurs comme le loup arctique s'approchent, ils forment un cercle protecteur autour du jeune. Bientôt, le bouvillon aura son propre arsenal. Dès leur naissance, mâles et femelles se voient pousser des cornes épaisses et arrondies. Elles se rejoignent sur le front, formant ce qu'on appelle une bosse. C'est comme un casque qui protège le crâne des mâles quand ils se jettent l'un contre l'autre pour établir leur domination. Ces combats s'intensifient au cours de l'été quand les femelles sont en chaleur. Pendant le rut, l'objectif du taureau est simple: s'accoupler avec le plus de femelles possible. Les mâles dominants couvrent les femelles réceptives d'une harde. Puis ils passent au groupe suivant. Celui-ci est plus jeune et il approche les femelles autrement. Il consacre ses efforts à protéger et à séduire un plus petit harem. Mais ce sont les femelles qui choisissent leur partenaire. Le taureau malhabile n'a droit qu'à un essai. Si la femelle n'est pas intéressée, elle s'éloignera. Mais l'énergie et la persévérance peuvent payer. Il passera l'été à tenter d'impressionner les femelles en écartant les soupirants. Il y gagnera peut-être les faveurs du harem. L'été tire à sa fin et les arbres se couvrent d'or, de rouge et d'orange dans l'Est sauvage. Les jours d'abondance sont finis. Pour la faune, l'automne servira à se préparer aux rigueurs de l'hiver. Dans les arbres, le porc-épic se gave de feuilles tant qu'il en reste. Pour survivre à l'hiver, il doit stocker beaucoup d'énergie en augmentant sa couche de graisse de 60%. La plupart des rongeurs hiberneraient avec cette prise de poids. Mais les porcs-épics restent actifs tout l'hiver. Ils vivent sur leurs réserves graisseuses et en mangeant des écorces. La vie arboricole protège des dangers. Mais parfois, la plus grande menace pour un porc-épic, c'est lui-même. Quand il tombe, ces rongeurs maladroits peuvent s'empaler sur leur piquant. Heureusement, leur peau sécrète une sorte d'antibiotique qui empêche ces blessures de s'infecter. Les porcs-épics ne sont pas les seuls à tomber des arbres en cette saison. L'incident se transforme en bonne surprise. Le piquant animal va attaquer son régime d'hiver avec un buffet tombé du pommier. Le froid naissant jette son voile sur la côte est canadienne. Situé à Terre-Neuve et Labrador, Gros-Morne est le deuxième plus grand parc naturel du pays. Ces montagnes spectaculaires, nées de la collision des plaques continentales il y a 1 milliard d'années, abritent l'une des espèces particulièrement menacées du Canada. Le caribou des bois. Son territoire historique couvrait la moitié du Canada actuel et s'étendait au sud jusqu'à l'Idaho. À cause de la chasse excessive et la perte d'habitat, il n'en reste que 34 000. Cousin du cerf de Virginie et de l'élan, ce symbole du Grand Nord canadien est aussi appelé renne. Fourrure épaisse et sabots larges, ces mammifères sont équipés pour l'hiver. Pour garder la chaleur aux extrémités, les veines et les artères de leurs pattes se croisent.
Le sang chaud qui quitte le cœur réchauffe le sang froid qui y monte. La blancheur éclatante de l'hiver peut provoquer la cécité des neiges. Mais le caribou a une vision qui perce les rayons ultraviolets. Contrairement à d'autres cervidés, les femelles peuvent porter des bois comme les mâles, mais ce n'est pas automatique. Elles s'en servent pour trouver le lichen sous la neige. Cette association symbiotique d'un champignon et d'une algue est la principale nourriture des caribous en hiver. En Arctique, leur ramure concurrence celle des mâles pour la nourriture. Mais à Gros Morne, il est facile de trouver à brouter. Et leurs bois n'en sont pas vraiment. Ils sont embryonnaires. Développer des bois demande beaucoup d'énergie. Et seules les femelles dominantes en ont. Chez les mâles, un panache complet est signe de virilité. À 4 ans, ces caribous entrent dans la force de l'âge. Il leur reste à s'affirmer dans des combats frontaux. Leurs bois, qui sont une excroissance du crâne, sont des armes redoutables, d'attaque comme de dissuasion. Ce genre de comportement attire l'attention des femelles. Comme les bœufs musqués, pendant le rut, les mâles essaient de séparer quelques femelles de la harde et les attirer dans leur harem. Ils veulent tous la même chose. Et avec la montée en flèche de la testostérone, ils en viennent très vite à l'affrontement. L'hiver approche et la saison du rut s'achève, de sorte que les petits naissent au printemps. La fin du rut marque l'entrée dans l'hiver. La saison qui met à rude épreuve la résistance des animaux. De retour sur l'île du Prince-Édouard. Les greens et les fairways du golf se transforment peu à peu en plaines enneigées. Le clubhouse porte bien son nom, le pré du renard. Et avec la fin de la saison de golf, les animaux investissent les 18 trous du parcours. Non, ce ne sont pas des divots. Ce sont les terriers hivernaux de l'un des résidents les plus célèbres de l'île, le renard roux. Ils sont partout sur l'île du Prince-Édouard. Ces canidés rusés ont chippé de la nourriture au nez et à la barbe des hommes tout l'été. Maintenant qu'il n'y a plus de pique-niqueurs ou de campeurs, c'est plus compliqué. Heureusement, les renards sont d'excellents chasseurs. Parfaitement immobiles, il écoute. Quelque chose bouge sous la neige. Ce bond est du mulottage. Selon une récente étude, une ouïe fine ne suffit pas pour repérer les campagnols. On avance l'hypothèse que le renard utiliserait le champ magnétique terrestre pour localiser sa proie, comme un bip sur un radar. Quand il écoute le déplacement de sa victime sous la neige, il compare l'angle du son au champ magnétique terrestre et calcule la distance exacte pour mulotter. Quand il est parfaitement aligné le long du champ magnétique, son taux de réussite est 4 fois plus élevé. Si l'hypothèse se vérifie, le renard roux est le premier animal connu à utiliser un sens magnétique pour chasser. Dans sa quête de nourriture, le canidé aide un autre animal à passer l'hiver, le corbeau. Les corvidés sont nécrophages.
des charognards qui suivent les prédateurs et se nourrissent de leurs restes. L'hiver avance et les conditions se durcissent pour la vie sauvage. En Nouvelle-Écosse, seuls quelques canards malards sont restés braver le froid. Leur plumage épais et leurs réserves de graisse leur tiennent chaud. Mais la nourriture se raréfie et leurs chances de survie s'étiolent. L'hiver sera peut-être court. C'est ce qu'espèrent ces gens. On est à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. C'est le jour de la marmotte. Notre quête est perdue pour comprendre et contrôler la nature a engrangé quelques superstitions au fil des années. Cette foule s'est rassemblée pour voir si Shubenacadie Sam, la marmotte, apercevra son ombre. Selon une légende locale, si le soleil produit cette ombre, l'hiver durera 6 semaines de plus. Ce jour-là, Sam ne rentre pas ventre à terre dans sa tanière. Si l'on en croit la superstition, le printemps sera là 6 semaines plus tôt. Ces 3 derniers mois, Sam a hiberné, avec 2 battements de cœur et 5 respirations à la minute. Il interrompt sa sieste hivernale pour trouver des femelles marmottes. Il espère en rencontrer avant la saison des amours au printemps. Le cycle des saisons façonne la vie de tous les animaux du Grand Est. Naître au printemps, survivre à l'hiver. La seule constante, c'est le changement. Des instincts ancestraux ou acquis guident les renards pour chasser, tiennent les caribous au chaud et aident toute la faune à passer la saison la plus rude. Mais à chaque hiver difficile, succédera un printemps dans l'Est sauvage.